Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour ce petit rendez-vous. On va regarder ensemble des charts, des graphiques que j'aime bien, des statistiques que j'aime bien. On va faire l'analyse des indices, l'analyse un petit peu des marchés, où il faut investir, où va le pognon. Voilà, c'est toujours la question. Pour ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, que je publie en règle générale 24 heures après celle-ci, c'est plus spécifiquement dans le détail des actions. Je vous invite également à aller dans la description de cette vidéo et dans la première ligne de commentaires, vous trouverez en règle générale des autres vidéos que je vous propose pour aller un petit peu plus loin, puisque ce qu'on discute éventuellement, si vous voulez, c'est des briques, et c'est des briques qu'on ajoute maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et à la fin, voilà, on a notre hypothèse de travail, et donc actuellement, on est en plein dedans dans cette hypothèse de travail. Donc, première chose, évidemment, ce sont les tarifs douaniers. Trump a relancé la machine. Il a annoncé 25% sur tous les imports de voitures étrangères. Rien de neuf. En soi, on s'y attendait bien. On savait bien que Trump allait taper vis-à-vis de l'Europe sur l'alcool, le luxe et l'automobile. C'est les trucs sur lesquels tu peux taper. Donc voilà, il y va. Il y va franco. Il continue à dérouler son truc. Après, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que cette histoire de tarifs, à force de faire des va-et-vient, on a l'impression, si vous voulez, que c'est un petit peu comme l'histoire du loup. Donc on crie au loup, hey, tarifs, et tarifs, et tarifs, et in fine, en fait, ça produit, comme on en avait parlé les semaines précédentes, des phénomènes inverses, et on va en reparler avec quelques charts actuellement. C'est-à-dire que in fine, ça vous crée pas tant d'inflation que ça, puisqu'on le voit, le consommateur tire la langue, les entreprises vont pas pouvoir passer ces hausses sur le client final. En tout cas, ça va être compliqué pour la majorité d'entre elles. Donc, on se retrouve, si vous voulez, à finalement impacter aussi les entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, également pour Trump, voilà, il est en train de commencer à agiter la baisse des impôts. La baisse des impôts pour les particuliers, ok, pourquoi pas, mais c'est surtout la baisse des impôts pour les entreprises. C'est ça qui redonne, on va dire, rapidement des points de marge et des revalorisations. À côté de ça, si vous voulez, il est obligé pour pouvoir annoncer ça de quand même faire rentrer un petit peu de l'argent avec les tarifs douaniers. Alors tout le monde attend le 2 avril, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça va accoucher d'une souris. Pour l'instant, en tout cas, ce que ça accouche exactement du contraire de ce que Trump veut. Et on va le voir. Bon, en premier lieu, Trump 2.0, c'est pas si loin que ça que Trump 1.0. Hein. Moi, je me souviens de son premier mandat, c'était voilà, beaucoup de rhétorique, beaucoup d'effets d'annonce, et in fine, on signe énormément d'executive orders, mais on s'en rend pas compte parce que c'est pas publié et personne en fait un foin, si vous voulez, mais il y en a un paquet qui passe pas. C'est retoqué, etc. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. On est dans il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein, c'est du Trump, mais in fine, voilà, c'est ok, qu'est-ce qui sera réellement appliqué? On voit que Trump, à la fois, il est en train de taper sur l'automobile, mais à la fois, il est déjà en train de dire vis-à-vis de la Chine qu'il est prêt à réduire. Donc, la problématique de ça, si vous voulez, c'est que le marché, en fait, il est devant une équation insoluble parce que à la fois on se dit ouais si les tarifs sont appliqués et puis sur une longue période en effet ça peut être compliqué mais en fait plus personne commence à y croire. Au fur et à mesure on n'arrête pas de parler de ces tarifs et de les mettre, de les enlever, de les remettre, de les enlever puis de les réduire etc. En fait on a l'impression si vous voulez qu'au fur et à mesure tout le monde commence à s'en foutre, plus personne regarde ça. Alors ça a un impact quand même bien entendu, il faudra voir le 2 avril, mais tout le monde est en train, et le marché en fait est en train d'activer le fait que premièrement ça va pousser la Fed à réduire son QT et à reprendre éventuellement du QE. Je pars du principe sur dernier trimestre de l'année 2025. La baisse des dépenses du gouvernement, si vous voulez, il faut encore le voir. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que Trump évidemment et Musk, c'est dans l'idée de dire, ok, c'est insoutenable la dette américaine et le gouvernement dépense trop, donc il faut réduire les dépenses. Il y a énormément d'entreprises évidemment qui dépendent de ces dépenses et une bonne partie de la hausse des marchés boursiers de ces dernières années, c'est grâce justement au fait que les gouvernements, les différents États ont dépensé. Je dis pas c'est bien, c'est mal, c'est un fait. Et ça a permis aux banques centrales pendant ce temps-là de faire du quantitative tightening. Donc les banques centrales ont réduit leur bilan alors que les gouvernements ont augmenté leur bilan. Si on veut
un monde, si vous voulez, qui continue de plébisciter les marchés boursiers et de pas faire trop de dommages, si on a des gouvernements qui commencent à baisser leurs dépenses, et il faut que les banques centrales commencent, elles, à reprendre leur quantitative easing. Donc si on n'a pas ça, évidemment, vous avez les foyers de crédit qui commencent à se réduire, et évidemment, on pousse vers le ralentissement économique, et accéléré de cette manière-là. Ensuite, Trump, c'est toujours du Trump, si vous voulez, donc il va vous expliquer un paquet de trucs qui finalement sont déjà en place et sont déjà des tendances qui sont en place déjà depuis de nombreuses années. Donc on va dire les dépenses du gouvernement sont déjà en baisse. Il faut dire qu'il y avait eu le Covid juste avant, donc on a cet état. Mais surtout, regardez, historiquement parlant, vous regardez un tiers du PIB américain, c'est les dépenses du gouvernement. Et ça, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer, si vous voulez, c'est que ça sera pas en 4 ans qu'ils pourront changer la donne. Aujourd'hui, et depuis Keynes, de toute manière, on est dans cette volonté de dépenser. Et il y a fort à parier qu'à l'avenir, on va continuer de dépenser. Regardez ce chart qui est sur l'Angleterre. Si je vous le zoome un petit peu. L'idée, en fait, c'est de faire la relation entre le vieillissement de la population et donc le fait que les gens vivent de plus en plus tard et ne sont plus dans de la création productive de revenus et de PIB, mais dans de la dépense, et donc de la dépense de santé notamment, et notamment la santé publique. Alors évidemment, pas tous les pays ont une financiarisation, que ce soit des retraites, que ce soit de la santé, comme on peut l'avoir chez nous et bien d'autres pays. Ça se fait à plusieurs échelles, mais en gros l'idée c'est que à un moment donné, si vous voulez, à moins de retourner la table et de partir dans un système à l'américaine où chacun se merde, je pousse un peu évidemment, mais c'est l'idée, vous êtes forcément dans des gouvernements qui devront dépenser plus que ce qu'ils gagnent. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes forcément dans du financement par endettement. Et regardez le Japon, on sait très bien que le Japon a une population qui est déclinante, qui est vieillissante, et ils ont eu un boom économique, immobilier, boursier à la fin des années 80. J'avais fait un article il y a deux mois là-dessus, et ils ont connu ensuite la déflation. Donc la grosse question, si vous voulez, c'est de bien savoir que vous avez la pression déflationniste de par le vieillissement de la population, mais à côté de ça, vous avez aussi des pressions inflationnistes. Alors, vous avez des pressions déflationnistes également par la tech, hein, par tout ce qui va être la robotisation, tous ces trucs-là. Mais vous avez également de l'inflation de par les matières premières, de par le fait que vous avez du vieillissement de population et vous avez un certain nombre de pays, en effet, qui vont vers de la dépopulation. Mais toute l'Asie du Sud, toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud sont des populations jeunes, sont des populations qui sont en croissance et qui de plus en plus rejoignent les classes moyennes et qui veulent consommer comme les classes moyennes. Et donc c'est toujours plus notre technologie, etc. C'est tout vers plus de productivité et c'est toujours plus d'énergie consommée également. Donc on en est là aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de forces inflationnistes, déflationnistes, qui vont se combattre ces prochaines années. Mais l'idée, c'est bien de se dire que quand on parle dépenses gouvernement, en fait, il faut pas penser que les gouvernements vont dépenser moins. Ce qu'il faudrait, en fait, la vraie question, c'est pas de dire que les gouvernements doivent dépenser moins, parce que ça, c'est contraire à la croissance économique. Alors après, si on veut pas de croissance économique, bien entendu, ok, très bien. Mais c'est cette idée de dépenser mieux. Et donc, c'est d'allouer finalement les dépenses d'une meilleure façon. C'est ça aussi la problématique d'énormément de gouvernements aujourd'hui, c'est qu'ils dépensent mal. Donc, et ne serait-ce que ce chart, regardez sur le Royaume-Uni, vous voyez bien un petit peu que vous allez vers une croissance de la population âgée de plus de 70 ans qui est énorme, et donc forcément des dépenses de santé. Et ça, à un moment donné, il faut le financer. Euh, donc, ça reste des électeurs. C'est toujours ça aussi qui est intéressant, si vous voulez, c'est que en dessous de 18 ans, le politique peut s'en moquer un petit peu, si vous voulez, et sacrifier peut-être les jeunes générations, parce que de toute façon, ils n'ont pas le droit de vote. Par contre, les vieux, c'est plus compliqué. Euh, donc on en revient là à l'idée voilà que la dette du gouvernement américain est ingérable. Euh, Ça reste à prouver. Et pour rappel, hein, la solution ça a toujours été l'inflation. Ok, que ce soit 2-3% par an, on ne parle pas d'hyperinflation comme dans les années 70, bien entendu. Je ne pense pas qu'on reviendra à ça, de toute manière. Mais s'il suffit d'avoir des inflations à 2-3% par an, ça suffira, et ça suffit amplement.
ok, comme de par la population, très peu de personnes le savent, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous expliquer que voilà, on a une natalité en baisse, une dépopulation, etc. Vieillissement de la population, et donc c'est la fin du monde. Mais c'est pas la première fois de l'histoire. Si vous regardez rien que l'histoire de la France avait exactement le même problème il y a un siècle. Elle avait exactement le même problème il y a 2 siècles. Alors, bien entendu, vous avez les guerres de Napoléon, etc., qui à chaque fois, les Premières Guerres mondiales, Seconde Guerre mondiale, qui sacrifient une certaine partie de la jeunesse. Et puis, à l'époque, il y avait tout un tas de guerres, etc. Mais en fait, si vous voulez, au-delà même de ces guerres, il y avait d'ores et déjà des problématiques de natalité. Donc aujourd'hui, on a tendance à mettre tout sur le fait que on a gagné en productivité et en croissance et en création de valeur en faisant travailler la femme, alors qu'elle était au foyer auparavant et que donc avant elle pouvait avoir des familles nombreuses. Mais au-delà de cela, vous aviez une énorme mortalité infantile aussi à l'époque. Bref, regardez un petit peu l'histoire de la natalité en France, c'est pas un long fleuve tranquille, et il faut pas croire que la dépopulation, si vous voulez, c'est qu'une problématique de maintenant. En fait, c'est des problématiques qui ont déjà été connues au travers de l'histoire de France, et à un moment donné, le politique, si vous voulez, rentre en ligne de compte et essaye de pousser ça. Et aujourd'hui, on peut très bien avoir pas mal on peut très bien avoir beaucoup de choses au-delà de l'idéologie, je vais passer sur ça, mais c'est la technologie, tout simplement, qui permet un certain nombre de choses. Donc on verra, mais ça aussi, si vous voulez, il faut arrêter de penser. L'idée, c'est de ne pas penser que voilà, c'est bloqué. Parce qu'il y a l'immigration aussi. À un moment donné, vous ouvrez les vannes et vous faites de l'immigration. Alors politiquement, on sait que c'est un sujet qui est compliqué à gérer actuellement, mais historiquement parlant, c'est toujours comme ça qu'on a géré l'affaire aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer les portes et être dans un conclave, si vous voulez, en pensant que forcément, on aura de la dépopulation et on ne réussira pas à relancer le niveau de fécondité. Quand vous allez en Corée du Sud ou que vous allez au Japon, la question peut se poser parce que là, on est vraiment sur une culture, si vous voulez, qui est en mode barrière aux étrangers. Mais voilà, il y a des questions qui peuvent se poser. Ce graphique ici, c'est juste pour vous dire que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se font du souci. Quand vous faites du souci, vous arrêtez de dépenser. Quand vous arrêtez de dépenser, l'économie va mal, vous faites encore plus de soucis. Vous réduisez encore plus vos dépenses. Et ça, c'est que ce soit les particuliers ou le business. Donc également, ce qu'est en train de faire Trump aussi, ça crée de l'incertitude et ça crée donc un certain nombre de décisions de décisions qui peuvent, je pense, impacter. On va avoir les résultats du Q1 bientôt, le mois prochain. Au-delà du fait que les résultats peuvent être, je pense, toujours bons, etc., vous pouvez avoir dans les discours des PDG des profit warnings ou une volonté de dire, voilà, on est dans un environnement qui est très compliqué, et donc je refuse de donner éventuellement un objectif à l'année. Et ça peut en effet faire peur éventuellement au marché. Donc il faut intégrer un petit peu ces niveaux-là. Ce qu'il faut intégrer aussi, Trump, il vous dit, moi, je veux augmenter les taxes pour retrouver une balance commerciale positive, ou en tout cas moins négative. La problématique de ça, c'est que quand vous commencez à mettre des tarifs, je les retire, etc., vous créez l'incertitude, et donc, en gros, le business, qu'est-ce qu'il dit? Avant l'implémentation des tarifs, je vais faire du stock. Donc je fais du stock si vous voulez, c'est du stock où je suis dans un niveau économique où je suis pas sûr de le vendre. Donc à partir de ce moment-là, vous avez regardé la balance commerciale qui est la pire de l'histoire, mais parce que ce sont des comportements anticipés. Évidemment, à un moment donné, si vous voulez, c'est les commandes qui sont faites maintenant. Ça peut également aider un certain nombre d'entreprises à délivrer des chiffres au premier trimestre 2025 positifs, parce qu'elles vont énormément vendre. Mais c'est des commandes qui vont aller dans du stock, parce que c'est du préventif. Ce qui veut dire que les mois prochains, même si l'économie continue d'aller bien, tant qu'il y aura du stock, on va pas faire de nouvelles commandes. Donc éventuellement, c'est pas dans les chiffres du premier trimestre qu'on va commencer à avoir des impacts négatifs, mais dans les chiffres suivants, parce qu'il y aura un effet de latence. Et de la même façon, sur la balance commerciale ou sur les dépenses des gouvernements, vous allez voir que les chiffres qui vont tomber seront les pires, parce qu'on est dans des phénomènes d'anticipation. Et dans le futur, en fait, ça se réglera. Après, il faudra voir. La question, c'est est-ce que Trump va pousser beaucoup plus loin. Ça, j'ai trouvé un chart aussi intéressant.
on va arriver vers justement les semences, etc. Enfin, c'est déjà fait, mais globalement vers l'agriculture. Il faut pas oublier quand même que ce qui est important aussi, c'est de bouffer. Il n'y a pas que le pétrole dans la vie, ça se bouffe pas. Et aux États-Unis, vous aviez quasiment 40% des étrangers sans papier, si vous voulez, qui aidaient justement aux cultures. Donc Trump est en train de gicler tout ça, mais là aussi, quand vous regardez les stats, en fait, ça avait déjà commencé sous Biden. Alors, le gros a déjà été fait sur la fin du mandat de Biden. Donc c'est intéressant parce que Trump 1.0, c'était exactement la même chose, c'était aussi dans la continuité. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien regarder aux États-Unis, c'est que ce soit démocrate ou républicain, la rhétorique, l'idéologie peuvent un petit peu changer dans la communication, en effet. Ça peut créer un certain nombre d'incertitudes, une espèce de communication directe, mais in fine, en fait, dans les décisions qui sont prises, on est dans une continuité. Que vous soyez démocrate ou républicain, c'est pas super éloigné non plus. Donc c'est ça aussi, il faut faire attention à ça. Trump est très clivant, mais voilà, il faut aller au-delà, si vous voulez, des simples mots interview et regarder un petit peu dans le détail ce qui est vraiment poussé. Mais ça, voilà, c'est éventuellement une problématique à un moment donné. Et qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça peut faire que je vais devoir recruter des gens additionnels qui, du coup, sont autorisés, donc je vais devoir les payer plus cher. Donc, in fine, ma bouffe va connaître aussi une inflation. L'inflation sur la bouffe, c'est évidemment les classes populaires qui la payent, c'est les personnes qui ont voté pour Trump. À un moment donné, 4 ans, si vous voulez, c'est très court, et vous avez des midterms au milieu. Donc, quand on regarde les marchés américains, on voit bien qu'on a sorti pas mal de flux la semaine dernière, ok très bien, les investisseurs étrangers sont toujours à fond sur les actions américaines. Et vous voyez qu'on a donc un tout petit peu de flux qui est sorti des actions américaines pour revenir sur l'Europe, mais pour revenir globalement sur les marchés émergents. La Chine a très bien marché, mais le Vietnam aussi fonctionne très bien. En gros, tous les marchés qui ont une dette en dollars et qui sont dépendants du trade avec les États-Unis fonctionnent très bien puisque le dollar a baissé et donc ça réduit également la pression. Mais ce qui réduit également, c'est que plus vous tapez sur vos alliés, plus vous tapez sur les personnes qui vous achètent des produits, et moins ces gens-là vont vous acheter des produits, ils vont trouver d'autres solutions, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, avec l'Inde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir moins besoin de dollars, du coup, pour pouvoir vous acheter les produits. Donc, in fine, on pousse également la baisse du dollar. Et si vous rentrez dans cette prophétie autoréalisatrice à un moment donné, eh ben, ça pousse encore plus de flux étrangers qui étaient venus parce qu'il y avait le dollar qui était de plus en plus fort, à sortir et revenir s'investir domestiquement. Et donc, ce qui veut dire que voilà, les surperformances que l'on a actuellement à l'international peuvent perdurer aussi. C'est ça aussi. Maintenant, ces surperformances se font sur un certain nombre de secteurs et je pense que ce qu'il faut voir, c'est également de la rotation au travers des secteurs. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir sur justement la défense européenne si on veut dire. Il faut tirer la pelote. Pour moi, c'est essentiellement l'industrie, l'énergie, les ressources minières qui vont être importantes pour pouvoir toujours produire plus. N'oubliez pas que même si on parle des populations, etc., même si on se prend une récession dans le coin de la figure, regardez les 20 prochaines années, on a des croissances exponentielles des PIB qui se mettent en place. On a des croissances des populations exponentielles. Un seul pays africain, le Nigeria. Mais regardez, que ce soit la Chine, l'Inde, les US, tout ça, c'est de plus en plus d'énergie, donc de plus en plus de ressources. Donc dans le mix énergétique, on prend tout, il faut de tout. Donc voilà, il faut intégrer ça aussi, avec la longue vue, ok? Et éviter un petit peu de se noyer. Ce qu'on peut regarder et intégrer aussi, c'est que ce qui a surperformé ces derniers temps, c'était la concentration dans une poignée d'actions. Ça peut éventuellement perdurer ou pas. Historiquement parlant, en fait, ça dure très peu de temps. C'est la surperformance dans la surconcentration. C'est en gros un ETF indiciel, qui est une moyenne pondérée, qui est donc surconcentrée, plus ça marche, plus ça fonctionne, plus les gérants achètent ça parce que les clients sinon vont leur faire la gueule ou leur performance fait la gueule, etc. À un moment donné, si vous voulez, ça retourne la veste. Et aujourd'hui, un gérant, peut-être, il va vouloir faire du FOMO, il va vouloir courir après des valeurs européennes parce que son client va lui dire, attends,
il y a 18% de surperformance sur les actions européennes par rapport aux américaines actuellement. Ça peut s'inverser dans les prochains mois, on ne sait pas. C'est durable, c'est pas durable, on ne sait pas. Mais cette idée-là, même si vous voulez, c'est que le gérant, en fait, ne peut pas ne pas être investi, ne peut pas ne pas diversifier son portefeuille. Parce que un gérant, il n'est pas dans la position du particulier, c'est que les clients, à un moment donné, lui demandent des comptes. Et que s'il n'est pas performant, lui-même se fait virer, donc il a une pression de carrière, où les clients retirent les fonds. Donc, ils vont chez le petit copain. Alors on parle évidemment des ETF, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, vous avez toujours énormément d'argent dans les fonds, à peu près autant que dans les ETF, on est à peu près au même niveau, et la plupart de ces fonds se renomment en ETF actifs. Donc ce qui fait que ça devient une vraie jungle, et qu'on sait plus, on peut plus vraiment dire ETF, parce qu'aujourd'hui vous avez des ETF avec des effets de levier, vous avez des ETF qui font des options, vous avez des ETF qui font de l'obligation, vous avez des ETF qui sont des ETF de fonds, vous avez des ETF qui sont des ETF d'un panier d'autres ETF. Donc voilà, l'ETF passif purement indiciel sur une moyenne pondérée, ça commence à devenir en fait la minorité. Les ETF actifs sont en train de prendre le dessus. Mais je veux dire, on a réinventé l'eau tiède en laissant refroidir l'eau chaude. Mais rien de nouveau. On change les noms, mais ce sera toujours la même chose. Donc il y aura des ETF passifs, il y aura des ETF actifs. Mais même un ETF passif est actif parce que c'est un ETF qui est sur un indice qui lui-même va être une moyenne pondérée et donc va repondérer les valeurs en fonction de leur capitalisation. Donc forcément il est actif parce qu'à tout moment il augmente une position, il en réduit d'autres. Et puis de temps en temps on va gicler une position de l'indice, en faire rentrer une nouvelle. Donc c'est de l'actif ça. Donc ce qu'il faut regarder ici, c'est l'equal weight. Vous voyez que l'equal weight, en gros, c'est en gros prendre les 500 valeurs, c'est-à-dire elles font toutes 0,2%. Au lieu d'avoir du Apple à 7% du S&P 500 quand j'achète mon tracker ETF S&P 500, il va être à 0,2%. Autant que Palantir, autant que Trucmuche. Et ce que l'on voit, c'est que historiquement parlant, cet equal weight, il surperforme quand même pendant un certain nombre de données, et puis après, il va sous-performer, en gros, quand le marché arrive dans sa pente ascendante exponentielle en mode bulle. Ça a été le cas dans les années 2000, c'est le cas dans les années 2020. La question, après, ça peut toujours durer 1 ou 2 années de plus, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au timing, mais l'idée première ici, c'est de se dire, si je me remets à avoir une surperformance de l'equal weight, cette surperformance de l'equal weight vient aussi avec une surperformance des marchés internationaux. Parce que quand on regarde les années où on a surperformé sur l'equal weight américain, donc un peu plus value, on va dire, les plus petites actions ont tiré la performance, c'est des moments où on est dans de la croissance éco, où il y a un petit peu d'inflation, et on va chercher un petit peu plus value, et des petites caps, etc. Donc à ce moment-là, l'equal weight est plus intéressant, parce que vos grosses caps ont tendance à se réveiller, à avoir purgé leurs excès, et puis elles ont du mal à retrouver du flux, donc ça fait un petit peu du surplace, et par contre, c'est toute la base qui remonte. Donc c'est là où l'equal weight surperforme. Et à l'international, c'est aussi le cas. C'est là où on va retrouver des surperformances de l'international, des pays émergents, en règle générale, et je vais inclure l'Europe dans les pays émergents. Donc il faut, si l'equal weight commence à retrouver la surperformance, il faut aussi voir que l'international retrouvera de la surperformance. Quand on parle population évidemment croissante et compagnie, il faut parler donc ressources énergétiques. Et la plupart des ressources énergétiques, elles demandent aussi énormément d'eau. Donc ne pas oublier également une des matières premières qui est importante, que ce soit pour faire des semi-conducteurs ou pour construire des mines, où il faut de l'eau, énormément d'eau. Donc là aussi, c'est un vecteur. Ça, je le mets parce que ça me fait sourire. Vous avez, et il n'y a pas la Russie. Ce qui me fait encore plus sourire, c'est qu'il n'y a pas la Russie. Euh, mais vous regardez un peu dans quel pays les gens font le plus confiance aux médias. C'est intéressant de voir que c'est dans certains pays un peu plus autocratiques qu'on fait le plus confiance aux médias. Et finalement, dans des pays qu'on considérera plus démocratiques, on y fait moins confiance. C'est intéressant, je vous laisse me dire en commentaire comment vous interprétez ça justement. D'où cette défiance vient justement dans des pays a priori où il y a de la liberté d'expression et la liberté de penser. Peut-être que c'est la raison d'ailleurs.
On parle beaucoup de baisse des taxes aux États-Unis. Et alors, il faut savoir que la taxe du particulier, elle est au niveau fédéral et elle est au niveau État. Donc, Trump, lui, il veut mettre à zéro le côté fédéral. Très bien. Est-ce que ça va donner du pouvoir d'achat supplémentaire? Oui et non, mais d'ores et déjà, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ça représente pas grand-chose, cette partie-là. Et regardez au niveau des États, aujourd'hui, vous avez déjà un certain nombre d'États assez importants, et notamment beaucoup d'Américains déménagent beaucoup au Texas et en Floride, ils ne payent pas de taxes sur leurs revenus. Ok, que ce soit, donc c'est important. Et vous regardez, c'est surtout sur la côte ouest et la côte est, évidemment, où on a des augmentations sensibles de ces taxes sur les revenus. C'est là où il y a les hauts salaires. Et évidemment, le milieu, le désert du centre américain essaye d'attirer en baissant les taxes. Donc, est-ce que ça peut modifier les flux migratoires de population que Trump mette les taxes fédérales à zéro? Je pense pas, puisque c'est essentiellement donc les taxes sur l'État qui font un petit peu plus la différence aujourd'hui, et après évidemment c'est les taxes sur les entreprises qui sont importantes, puisque là aussi vous avez des taxes qui sont différentes. Vous avez même certains États qui ont l'équivalent d'une TVA, etc. Bref, vous me dites ce que vous en pensez également dans les commentaires. Voilà un petit peu pour les quelques charts que j'ai trouvé intéressants, qui permettent de rebondir un petit peu sur ce qu'on s'est déjà dit, et de tirer un petit peu la pelote de laine. Regardez ici, c'est juste, je vous montre le Vietnam, donc on voit bien la surperformance depuis le début de l'année. Alors peut-être qu'on va avoir un petit peu de construction, mais ce qui va vraiment être intéressant, donc ça nous pousse un petit peu vers la fin du printemps, mais cette surperformance internationale, si on veut vraiment y voir quelque chose un petit peu plus durable, il va falloir construire déjà, et puis il va falloir se maintenir au-dessus des supports et casser par le haut. Et là, ça sera le deuxième effet qui se coule, la deuxième vague. Et vous regardez, c'est un truc, alors là, dans mon scénario, évidemment, c'est un truc qui pousse un petit peu plus vers la fin de l'été, début septembre. Je pense que ça peut être plutôt important parce que c'est là aussi où on commencera éventuellement à avoir les premières stats économiques qui commencent à intégrer un petit peu les réactions des opérateurs économiques et les anticipations par rapport à ces va-et-vient et ces incertitudes que nous crée Trump. Ce qu'on discute déjà depuis un petit moment. Donc ça, voilà, pour moi, c'est déjà un premier élément. Si je vais regarder maintenant mon obligataire, ce que je trouve intéressant dans mon obligataire, c'est que je fais du surplace. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que là aussi, ça nous pousse vers l'été pour avoir une décision. Parce qu'en gros, je peux faire du zigzag comme ça, je change pas la donne. Si je commence à casser ici par le haut, donc le prix de mes obligations augmente, ça veut dire que mes anticipations de taux baissent. Ça veut dire clairement, si vous voulez, que je joue ralentissement économique un petit peu plus fort. Et auquel cas, même les valeurs défensives sur la bouffe, sur la consommation de base qu'on a vu pas mal remonter dernièrement, je pense pas qu'elles résisteront. Là, il faudra être un petit peu plus méfiant. Mais si on casse par le bas, là aussi, il faut être méfiant parce que ça veut dire que le marché croit que l'inflation va revenir et que donc que la Fed a d'ores et déjà terminé de baisser ses taux et qu'elle va potentiellement continuer de les monter à l'avenir. Ça, voilà, c'est la période où on peut se dire même stagflation, c'est-à-dire une croissance plutôt molle et une inflation qui repart. C'est un scénario qui est sur la table, tout le monde parle des tarifs pour le justifier. Moi, vous le savez, je vous ai déjà expliqué que je ne pense pas que les tarifs vont être, en tout cas sur le court terme, inflationnistes. Parce que d'une part, je ne pense pas qu'il va les garder très longtemps et qu'il a les moyens de les garder très longtemps. Je ne pense pas que Trump a les moyens de conserver ce discours anti-allié très longtemps non plus. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut qu'il retourne sa veste, parce que sinon c'est eux qui retournent leur veste. Et certes, les alliés ont plus besoin des États-Unis que le contraire à aujourd'hui, mais il ne faut pas donner l'opportunité, si vous voulez, quand même, aux alliés de se mettre ensemble et de trouver des alternatives. Les alternatives aujourd'hui qui accueillent avec les bras ouverts, c'est le Moyen-Orient et l'Inde. Donc là aussi, c'est une question de temporisation. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce que l'on ressent un petit peu sur le marché, c'est certes l'incertitude qui est très compliquée à gérer, mais quand même une idée du marché de dire Trump crie énormément au loup, est-ce qu'on continue à le croire? Est-ce que finalement tout ça, dans 6 mois, quelque part, il a pas rongé son os et il n'a pas rangé tout ça au placard?
9 mois peut-être. Allez. L'euro-dollar, c'est le nerf de la guerre. Donc un petit peu de consolidation et vous avez à nouveau les marchés américains qui surperforment les marchés européens et ainsi de suite. Donc on a ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Donc l'idée maintenant c'est soit on construit ici et on cassera par le haut et on relance à ce moment-là la surperformance. Vous voyez que ça nous pousse. On rentre un petit peu dans une phase éventuellement où je me dis qu'il peut y avoir énormément de zigzags sans trop de décisions et ça peut durer un bon mois, 2 mois. Et nous amener à l'été. Et là, on déciderait peut-être de la suite. Voilà, sinon, on peut larver le truc un peu plus longtemps. Mais voilà, beaucoup d'investisseurs sont toujours, c'est soit haussier, soit baissier. Non, on peut très bien rentrer dans un truc larvé de construction neutre, où on peut s'emmerder un petit peu, mais ça fera partie de la construction qui est importante. Si ici on part du principe que c'est une tasse, eh ben, il faut construire l'anse. On ne sait pas quelle profondeur cette anse peut avoir. Est-ce que c'est déjà suffisant ce qu'on a fait? Est-ce qu'on ira chercher un petit peu plus bas? Pour l'instant, tant qu'on va conserver la zone des 1,6, 1,5, pour moi, on construit ce type de figure-là, qui est une figure de retournement à la hausse. Mais il va lui falloir plusieurs chandeliers, et donc un peu plus de temps, pour que ça fasse consensus, et qu'on puisse se projeter là-dessus. Quand je regarde le cuivre également, on voit que le cuivre pousse très bien, valide évidemment la remontada de la Chine, mais on arrive maintenant sur les résistances. Donc là aussi, il y a fort à parier qu'on a potentiellement une phase un petit peu de temporisation qui rentre en ligne de compte. Quand je vais regarder mes indices européens, c'est des indices là aussi où il ne faut pas négliger la surconcentration que nous avons. Surtout dans le DAX. Ok, on a SAP qui est devenu la première cape européenne. Donc il faut bien se dire que voilà, si on a quelques valeurs du DAX comme ça qui sous-performent, que ce soit des bancaires, que ce soit des technologiques, on peut avoir énormément de volatilité là aussi. Mais de la volatilité qui nous servirait à construire la figure. Ça, c'est mon hypothèse de travail. Et en fait, cette figure-là, c'est une figure de neutralisation, vous voyez, qui durerait un mois, où vous pouvez zigzaguer à l'intérieur, ça vous engagera pas à plus. Là où on va trouver un peu plus d'intérêt au CAC 40, c'est qu'on a une correction déjà importante des valeurs du luxe, et pour autant le CAC 40 se maintient. Alors aujourd'hui un petit peu moins parce qu'on a appuyé sur la tête de l'automobile, mais en gros le CAC 40 démontre quand même qu'il est assez bien diversifié en sens 1, ce qui lui permet de conserver. Alors on est venu chercher une première oblique, j'aurais tendance plutôt à vouloir celle-là. Ça reste des hypothèses, parce que vous voyez bien, mes obliques ne reposent sur rien, mais si vous suivez ces vidéos de plusieurs semaines, c'est des hypothèses que j'ai depuis plusieurs semaines, et vous voyez qu'on vient taper dessus, on vient les chercher. Donc c'est plus, voilà, toujours dans l'idée. Des fois, il y a des gens dans les commentaires qui me disent, tu t'es tracé ton truc, ça repose sur rien. Ouais, c'est une hypothèse de travail. C'est dans ma vision de qu'est-ce que peut donner le marché. C'est ma préparation. Après, je traite ce que fait le marché, mais je veux toujours être prêt. Je veux avoir mes listes prêtes, parce que quand le marché fait ce que j'avais préparé, eh ben, je réagis beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc là, l'idée du CAC 40, c'est toujours la même. C'est que pour l'instant, on ne remet absolument pas en cause le mouvement de fin 2024, début 2025. On peut avoir une correction qui peut être plus ou moins importante encore, revenir sur les 7007, 7007, 7007, 7008, ça ne me choquerait absolument pas. Je veux que le marché me construise le support, me montre où est le support dorénavant, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, je ne sais pas le dire, mais ce que je sais dire, c'est que tant que je vais tenir cette zone-là, c'est une zone sur laquelle je veux conserver des liquidités pour rester acheteur. Donc rester dans cette physionomie d'achat notamment. Que ce soit la paix en Ukraine, que ce soit Trump qui retourne sa veste et qui refait copain-copain avec les alliés et qui enlève les tarifs, on utilisera le prétexte que l'on veut. Mais toujours est-il qu'à ce stade-là, les flux ne désertent pas. Il y a quelques prises de profit, bien entendu, il y a de la construction, mais c'est l'issue de cette construction qui nous donnera le là. Si je vais regarder le pétrole, là aussi, j'ai pas de décision. Beaucoup de personnes avaient vu dans la cassure des 73 $ l'avènement de la récession, de la fin du monde, etc. Non, ce que l'on voit, c'est une énorme neutralisation. Et j'ai une figure qui est beaucoup plus large que ça. Alors on peut tracer celle-là, en fait, vous avez des figures dans la figure. Mais l'idée est toujours la même, c'est que, en fait, c'est très neutre. Et regardez, ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an que le pétrole est très neutre et ne nous envoie pas de signaux clairs. Donc on reste dans, pour moi, encore pendant plusieurs mois. Mais regardez, on commence à arriver sur les fins de figure où c'est bien concaténé vers l'été. Donc,
Probablement que si vous voulez, sur ces prochains mois, à part du zigzag, on n'a pas grand-chose à attendre. Évidemment, je peux me tromper et on ajustera la mire à ce moment-là, en fonction de ce que fait le marché. Mais petit à petit, ce sont des mois qui vont pas servir à rien parce que ça va nous amener vers une décision qui sera prise par le marché. Je casse par le haut, je casse par le bas, je casse par le haut, je relance en effet mon côté cyclique. Donc là, on va à fond sur les cycliques, etc. Sur performance européenne, parce qu'on a énorme cyclique là-dessus. Je casse par le bas, je commence à me dire que les États-Unis vont pas beaucoup résister, que Trump ne retourne absolument pas sa veste et va au mur. Et je commence à me dire qu'on va nettement dégrader les stats éco et ça risque de faire mal. Mais comme on l'a vu, il y a les États-Unis d'un côté, il y a le reste du monde qui est dans de la dépense gouvernementale, dans des banques centrales qui vont pas tarder à pivoter, que ce soit dans la baisse des taux, mais que ce soit aussi dans les quantitative easing, stimulus chinois qui va aussi stimuler toute l'Asie du Sud. Faut pas négliger l'Afrique, ça fait des années que je le dis, mais je pense qu'il faut pas négliger des pays comme ça. Euh, et voilà, je pense qu'il faut regarder le monde dans son ensemble, si vous voulez. Certes, les États-Unis, évidemment, c'est le plus important. S'il y a une récession aux États-Unis, tout le monde sera impacté et le marché suivra. Euh, alors peut-être que les marchés européens surperformeront, on va dire, ils baisseront moins que les Américains, mais ils baisseront quand même. Ok, donc ça, c'est ce qu'on attend. Les prochaines semaines, les prochains mois, c'est ce qu'on va décider. Sinon, on est globalement dans des phases d'attente. Si je vais regarder l'or, je suis haussier, bien entendu, j'ai rien à dire, je suis haussier point barre. Il ne faut pas oublier que les incertitudes aux États-Unis poussent énormément d'importations d'or. D'ailleurs, si je veux embêter un peu les Américains, je leur fous 25% de tarifs sur leurs importations d'or. Vous regarderez historiquement, c'est énorme les importations d'or qu'il y a vis-à-vis des États-Unis. Ça prouve qu'il y a quand même un large pan de la population aisée qui a un petit peu peur. Donc ça aussi, voilà, si on commence à avoir la base de population qui commence à grincer des dents et que vous avez la partie haute de votre population déjà qui est pas trop avec vous, mais qui en plus là aussi commence à grincer des dents, bon, pour les mid-term, à un moment donné, si vous voulez, vous êtes obligé de retourner la veste suffisamment tôt pour pouvoir retourner l'économie et arriver en position de force pour les mid-term. Et après, à la limite, avoir une année supplémentaire pour faire ce que vous voulez. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est ça aussi, c'est des points que je trouve importants. L'argent, pour moi, est pas loin de finalement surperformer l'or. Alors ça aussi, c'est l'Arlésienne. Pour l'instant, c'est l'or évidemment qui bat tout à plat de couture. Donc voilà, si on commence à lâcher les 35 dollars, je pense qu'on peut avoir un bon boost. Donc quid des minières, hein. Les minières or, beaucoup de personnes vont vous dire que les minières or sous-performent l'or et que donc il faut jouer les rattrapages. Ben, c'est des personnes qui n'ont pas regardé l'ensemble du marché des minières. En fait, il y a un tri sélectif qui a été fait, il y a des minières qui sous-performent, c'est vrai, mais vous avez beaucoup de minières qui sont sur leur plus haut historique. Donc il faut regarder l'ensemble du marché. Pas que les plus connus, comme le Barrick Gold ou Newmont, etc. Où là, il y a peut-être des rattrapages à jouer, bien entendu, mais vous allez en regarder d'autres de minières, ça performe très bien. Euh, le platine, moi, j'ai toujours dernier élève de la classe que je considère comme nous donnant le vrai signal. S'il y a un vrai rattrapage global de tout le marché à jouer, c'est ça. Mais pour moi, sur les minières, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été jouées, hein. Donc à la limite, on peut avoir des rattrapages sur les bras cassés, mais sinon, voilà, c'est un cycle qui a été joué. On avait commencé à le jouer en février 2024, pour ceux qui se souviennent. Donc le platine ne délivre toujours pas son signal. J'ai toujours besoin que le dernier élève de la classe délivre son signal pour me dire que c'est un consensus et que je peux partir en mode exponentiel. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si je vais regarder les petites capes américaines, là aussi, je fais du rebond technique, mais pour l'instant, je vois que c'est l'incertitude qui prédomine et que ce sont mes petites capes qui ont trinqué en premier. Ce qui signifie quand même que le marché américain est quand même doute énormément. Il tient quand même quand on va regarder le Nasdaq, j'ai oublié de le faire, mais on va se dire que ça tient quand même, plutôt tant bien que mal, grâce à quelques grosses capes. Mais voilà, faut faire un petit peu attention, ne pas oublier que ces indices sont surconcentrés sur une poignée de valeurs. Donc si ces valeurs-là commencent à trinquer, les indices vont faire très peur, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra jeter les baies avec l'eau du bain et qu'il n'y aura pas des choses intéressantes en dehors des indices. En tout cas, quand je vais regarder le Russell 2000, où là, il y a moins de surconcentration là-dedans,
il a pris son impact depuis février, hein, depuis les premières annonces de tarifs douaniers. Donc ça veut bien dire qu'on a un petit peu de mal. Donc là, on construit un petit peu. Éventuellement, si on veut donner le deuxième effet qui se coule, on peut essayer de monter sur les 215, mais c'est ça qu'il faudra passer pour se remettre dans une tendance haussière. Sinon, là-dedans, si vous voulez, vous jonglez à l'intérieur du bas de la figure. Le risque, ça serait de casser ici par le bas. Nous n'y sommes pas encore, mais voilà, on est sur la zone support qui doit être construite, qui doit tenir. Sinon, on ira un étage plus bas. Ce qui va m'intéresser donc aussi, c'est le Nasdaq 100. Et on va clôturer avec le Nasdaq 100. Et on va retrouver ce qu'on s'est dit sur le Russell 2000. C'est on a purgé de 10%. On fait une petite remontada sur moyenne mobile 200. Pour l'instant, le marché est très technique. Et puis, comme de par hasard, une fois qu'on a touché la moyenne mobile 200, alors que Trump s'était tu pendant plusieurs jours, il se réveille pour nous mettre des tarifs supplémentaires. Prétexte ou pas, ça va nous permettre d'aller refermer le gap. Ce qui serait important, c'est de tenir cette zone-là, de remonter là, et là, éventuellement, de pouvoir avoir une deuxième poussée qui nous ferait venir chercher les 20 007, où on trouvera certainement un lot de vendeurs. Donc, l'idée, c'est se dire toujours que voilà, on rentrerait dans cette zone un petit peu de construction, vous voyez, avril-mai, on est typiquement dans une zone que si on veut, on peut faire du zigzag et pas franchement faire de relance en V ou de relance baissière comme ça en mode panique. J'ai toujours cette oblique-là. Je ne sais pas si elle est probante pour le marché, elle n'a pas été testée pour l'instant, mais si jamais on venait à recasser tout ça par le bas, hein, notamment les 19 007, 19 005, bon, j'attendrai patiemment un retour sur cette zone des 18 009, 19 000 points pour payer, certainement. Alors on peut aller plus bas, hein, on peut aller jusqu'à 18 000 points, mais je pars du principe que voilà, j'aimerais voir si le marché va donner du crédit à cette oblique. Sinon, si c'est pas le cas, c'est 18 000 points pour moi. Et là, je veux avoir des liquidités parce que je veux payer. Parce que je pars du principe, si vous voulez, que même si c'est en effet le début d'un marché baissier, on ne peut pas anticiper encore à ce stade, ça sera étape par étape. Vous aurez toujours, ce que je préfère en fait dans les marchés qui corrigent, c'est que vous avez des rebonds qui sont juteux en très peu de temps. Alors il faut avoir le timing, c'est sûr, il faut avoir un petit peu d'expérience, savoir ce qu'on fait, mais c'est en règle générale voilà, des choses que j'aime bien parce que vous êtes rapidement fixé. Alors vous ne jouez pas en swing, hein, où c'est des swings de quelques jours grand max, mais voilà, on peut avoir des mouvements qui sont quand même pas inintéressants en attendant d'avoir à nouveau des constructions qui nous permettront de jouer des swings un petit peu plus durables. Mais là, clairement, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, on est rentré dans un marché de trading. Alors, dans les indices, si on sort des indices, il y a encore des swings qui sont tout à fait honnêtes à jouer, et sur certains secteurs d'activité également. Ça, on pourra en reparler dans la seconde vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, de me dire ce que vous en pensez, quel est votre avis, qu'est-ce que vous voyez, vous, de très intéressant, quel est votre avis sur les différents charts dont on a parlé en première partie de vidéo. Voilà, ça me permet toujours de mûrir mes idées, de revenir sur certains points peut-être qui le demandent. Quand je vois vos commentaires, je me dis tiens, je vais peut-être faire un focus là-dessus. Et je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Bon week-end à vous les graphes par avance. À demain pour la vidéo sur les actions. Et on verra bien. Trump, il va continuer de nous occuper. Ça, c'est le seul truc qui est sûr et certain.